Mesdames, Messieurs, bonjour. Dernier débat, si je ne m'abuse, de la ICTL. Le dernier pour moi également. Ce sera le 13e, un vendredi saint. Tout va bien se passer. Nouveaux besoins, nouveaux profils. Quel métier pour la future génération féminine? Je recule pour que vous puissiez faire une photo. Oui, nouveaux métiers, nouveaux profils, c'est une évidence quand... Voilà, j'ai dû faire 3-4 débats sur ce sujet, notamment sur, encore hier, la question de la mutualisation. Il y a, oui, manifestement, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire, des nouveaux procédés, procédures, process, comme on les appelle, nouveaux logiciels. Manifestement, la logistique, la supply chain se renouvelle, crée des métiers, a donc besoin sans doute de nouveaux profils, c'est ce que l'on va voir. Et puis, petite statistique, depuis que j'anime des débats, pour ce glorieux salon, j'ai eu 272 personnes sur mes plateaux. Et sur ces 272 personnes, j'ai eu combien de femmes, à votre avis? Là, j'ai un 2. Qui dit plus? 9. 27. J'ai entendu 271. En vous comptant toutes, mesdames, j'ai eu 17 femmes. Je n'en tire pas de conclusion. Vous tirez celle que vous voulez. À l'inverse. Je grenouille dans le monde de l'édition et de la presse depuis 23 ans. C'est un monde essentiellement féminin. D'ailleurs, 70% de femmes et strictement aucune, je dis bien aucune, à des postes de direction. On va donc aborder ce sujet avec ma chère consoeur. Qui s'installe? Je me rapproche. Qui s'installe, Isabelle Gazola, qui vient de fonder l'excellent magazine Voxlog. Je te remercie. Oui, et nous allons, nos intervenants seront donc Marine Pomard, directrice supply chain de Boulanger, Karima Aboukouna, directrice supply chain de Philips, Sandrine Berroy, responsable transport et logistique du CHU de Lyon, Cécile Cloirec, DRH de FM Logistique, voilà, Nathalie Feignoux, directrice transport logistique douane de chez Areva, et puis quand même deux hommes. Pour pas faire du sexisme à l'envers, voilà, deux hommes, Jean Damiens, directeur de l'école supérieure des transports, et Sébastien Perdereau, manager exécutif senior chez Michael Page. C'est à vous, chère consoeur. Merci beaucoup. Donc, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, c'est vrai que je suis dans le secteur depuis très longtemps et je suis ravie d'avoir autant de femmes de talent autour de moi. C'est rare. Donc, et par contre, je vais quand même commencer par les messieurs. Donc, ne vous cachez pas, regardez-moi. Je vais commencer là-bas. Alors, du coup, Monsieur Perdereau, donc, vous pouvez peut-être vous présenter rapidement. Oui, donc nous commençons pour mieux nous éclipser juste après. C'est ça. Voilà. Très rapidement, je travaille pour un cabinet de recrutement dont une des practices est sur les achats et la supply chain. Donc, moi, je m'occupe spécifiquement des recrutements de cadres et cadres confirmés, pour les recrutements en CDI, sur l'approche directe, et également des cadres en mission, donc ce qu'on appelle l'intérim management, auprès des secteurs industriels, distribution et prestations logistiques. Juste pour resituer, donc nous avons avec l'ASLOG et en particulier avec Jean, travaillé à l'édition d'une étude de rémunération et de fonction sur les métiers de la supply chain, qui a été sorti courant 2015. Et c'est justement avec les éléments, avec les informations que nous avions pu obtenir dans le cadre de cette étude qu'on a trouvé qu'il y avait matière justement à intervenir aujourd'hui. D'accord. Alors pour répondre à la première partie, nouveaux besoins, nouveaux profils, donc vous êtes bien positionné pour nous dire aujourd'hui quels sont les métiers qui sont portés, quels sont les profils voilà, qui sont demandés. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? Alors, déjà, je ne répondrai pas à la question quel métier pour la future génération féminine. J'ai croisé tout à l'heure notre responsable égalité des chances qui m'a dit que surtout il ne fallait pas faire de rapprochement un peu court de la sorte. Donc, je pourrais à défaut vous parler des grandes fonctions sur lesquelles nous avons été amenés à recruter, comment on les voit évoluer, quel type de compétences elles appellent. Et on pourra peut-être aussi se risquer, je dirais, sur, non pas des nouveaux métiers, parce qu'on ne voit rien, je dirais, de très nouveau, mais en quoi certaines fonctions ont pu changer. Oui, c'est ça. On va justement commencer, je dirais, par le
le métier peut-être le plus classique de la supply chain, le métier historique, à savoir la gestion des flux physiques sur entrepôt, donc sur les activités de réception, de stockage, de préparation, de commande et d'expédition. Donc très clairement, on est là sur la fonction où la volumétrie de postes de besoin est la plus importante. Donc sur l'ensemble des missions que nous gérons, donc pour rappel, donc on n'est que sur des profils de cadres, c'est presque 40% des besoins qui nous sont adressés. Donc on va parler typiquement de postes de responsable d'exploitation, de responsable d'entrepôt, de directeur de site. Donc on est forcément sur des fonctions qui bougent énormément, desquelles on attend beaucoup, avec cet entrepôt qui se retrouve en fin de ligne et qui est tenu à des délais de plus en plus courts et avec des niveaux de stock de plus en plus réduits. Et on a finalement donc une pression forte sur ces effectifs-là et notamment sur les managers. Donc on a très clairement été beaucoup sollicité sur des profils de responsables d'exploitation, donc sur des middle managers en général, desquels on va attendre bien sûr des qualités managériales. Je dirais ça c'est la base. Il y a quelques années encore, on nous aurait demandé que ça, qu'un manager. Aujourd'hui, ça va bien au-delà. Donc, on est attendu sur la partie sociale, gestion des relations avec les IRP. Et on va être attendu également sur la partie développement de polyvalence, montée en compétences des équipes. Dernier point également, mais qui est peut-être davantage vrai pour les responsables d'entrepôt, les directeurs de site, c'est la dimension projet. De plus en plus, on nous demande donc des profils qui ont déjà conduit des projets de type mise en place de WMS, DMS éventuellement, projet de réorganisation des flux, des systèmes de picking, et d'une façon générale, des candidats qui sont très orientés à amélioration continue, qui ont déjà conduit des chantiers de lean management. Le corollaire de tout ça, c'est que, ce qui est relativement nouveau, nous allons nous tourner de plus en plus vers des profils issus de l'industrie. Pendant longtemps, on a dit que la prestation, la distribution ne savait recruter qu'en distrib et en presta. Aujourd'hui, c'est complètement faux. On voit de vraies passerelles de l'industrie vers ces métiers-là pour les raisons que j'évoquais. Un petit focus sur le directeur de site. Avec Jean, on avait estimé qu'on devrait lui délivrer une palme parce que c'est vraiment, si vous permettez l'expression, le couteau suisse de la supply chain. On lui demande énormément, donc qualité managériale, gestion de PNL, construction budgétaire, pilotage de projet, on l'a dit. Il se retrouve avec une pression particulièrement forte, notamment dans le cadre de la relation client. Il est d'autant plus méritant que s'il y a bien un métier sur lequel l'ajustement salarial ne s'est pas fait, c'est celui-ci. Aujourd'hui, moi je rencontre des candidats, quand ils me racontent leur vie, quand je vois leur niveau de salaire, je me dis que c'est vraiment un sacerdoce. Donc les choses sont en train de changer, il y a des ajustements qui sont en train de se faire, mais on n'y est pas encore. Excusez-moi, je suis un peu long. Oui. Rapidement sur les autres fonctions qu'on voit émerger. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Okay. Donc là, sur une volumétrie bien moindre, les postes en amont, donc le SNOP d'une façon générale, le demand, le supply. Donc là, des besoins qui vont croissant, même si ça reste une part finalement assez limitée. On est à peu près à 10% des besoins que nous traitons. Donc là, on est clairement sur une fonction qui va appeler des candidats issus de Bac+5, avec d'excellentes qualités d'analyse, très à l'aise avec les outils informatiques, enfin, notamment Excel, qui reste la référence, très bon dans leur qualité relationnelle. On est vraiment dans le job collaboratif par excellence, donc la capacité à faire adhérer, la capacité à conduire vers un objectif est absolument essentiel. Métier assez passionnant, stimulant intellectuellement et qui ouvre énormément de portes par la suite. Les achats, transport et logistique. Là aussi, d'une certaine façon, c'est pas très nouveau. Et pourtant, dans presque la moitié des cas, nous sommes sur des créations de postes. Donc on peut parler d'une fonction qui se développe, peut-être d'une fonction en devenir. Encore peut-être deux profils.
très rapidement, parce que comme ça, on passe à la deuxième. Super rapidement. Oui. Des profils de logistique manager, coordinateur logistique pour le pilotage des prestataires, ça c'est relativement nouveau, avec son pendant côté Presta que sera le contract manager. Et enfin, les chefs de projet. Je ne rentre pas dans les détails, tout projet, qu'on aille du warehouse au schéma logistique, plus sur des problématiques d'overseas, là en l'occurrence, on est sur des profils en tension. Je m'arrête parce que je sens que je vais avoir des problèmes. Mais non. Je vous en prie. Ah non, c'était juste pour rassurer notre ami, je te laisse la main. Non. Alors, pour revenir, Monsieur Perdureau, à la deuxième partie, future génération féminine, je ne sais pas si vous avez le droit de faire des statistiques aujourd'hui entre les femmes et les hommes, mais ce qui serait intéressant super rapidement, c'est de savoir, en tous les cas, si vous n'avez pas de statistiques, vous, comment vous ressentez les uns par rapport aux autres, par rapport aux nouvelles fonctions que vous venez nous donner et aux évolutions du métier. Et est-ce que ça se féminise tout simplement? Et est-ce que ça se féminise tout simplement, même si je crois légalement on n'a pas le droit de faire de statistiques, C'est effectivement. ça. Eh bien, j'étais convaincu de ça jusqu'à hier soir, jusqu'au moment où je croise donc, notre Et on a le fameux droit. responsable égalité des chances, qui me dit mais il n'y a aucun problème. Tant qu'on est uniquement sur le sexe et sur le handicap, on peut faire toutes les stats qu'on veut. Bon, alors, donc là, je l'ai un peu maudit. Du coup, je me suis réveillé sur le notre sexe, système pour alors. faire quelques extractions. Pardon. Alors, déjà, ce que je n'ai pas estimé de façon, fiable, ce que je n'ai pas mesuré, mais ce que je vois. Et ce que tout le monde sait, c'est qu'effectivement, la supply est féminine sur les postes très opérationnels, notamment en entrepôt. Plus de 50%, voire 70% certains secteurs, sur la préparation fine, etc. Dès qu'on arrive sur l'encadrement intermédiaire, middle management, ça se complique un peu, autour de 20-25%. Sur les fonctions de direction, on est très clairement en dessous de 5%. Ce qui peut être intéressant maintenant, et là ce qu'on peut nous affirmer, même si une fois de plus on n'a pas une stat précise, c'est la répartition en fonction des grands métiers. Sur les fonctions centrales, typiquement demand, supply, on est à l'équilibre, c'est parfait. Sur l'entreposage et le transport, toujours sur les populations cadres uniquement, on est à 90% sur les hommes. En logistique industrielle, 90%. ADV, Customer Service, 80% de femmes. Sur les projets, on est à l'équilibre. Et sur les achats, on a une petite dominante masculine, mais relativement faible. Et en matière de stats que j'ai pu extraire très tard hier soir, donc du coup, j'ai rapidement regardé l'ensemble des missions que nous avions finalisées, des recrutements que nous avions faits sur l'année. Donc sur un échantillon d'une centaine de placements, on arrive à 65-35. 35% de femmes. Maintenant, il faut le mettre en balance avec une autre stat que j'ai faite sur les 500 dernières candidatures que nous avons reçues. Et là, j'étais moi-même un peu surpris. On est sur du 80-20, à peine. C'est-à-dire qu'on reçoit à peine 20% de candidatures féminines. En revanche, nous finalisons, donc nous recrutons 35% de femmes. S'il fallait se risquer à une explication, je dirais que ça tient essentiellement au niveau de formation qui est attendu. De plus en plus, les entreprises, lorsqu'elles passent par notre intermédiaire, attendent un niveau de formation, école de commerce, master supply chain, ingénieur de plus en plus, où les femmes sont de plus en plus représentées. Ça me semble être la principale raison de ce retournement. Merci. Donc, on va passer Monsieur Damien, donc, le directeur de l'École supérieure du transport. Est-ce que vous, dans vos formations et dans vos placements, puisque vous faites les deux, vous pouvez confirmer ce qui est en train de se passer, ce que nous dit Monsieur Perdureau? Alors, ce qu'il faut peut-être préciser pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, l'École supérieure des transports, depuis 70 ans, on doit être une des plus anciennes en France, forme des cadres et dirigeants du transport et de la logistique. Donc on a deux cycles, un cycle de management qui est plutôt aujourd'hui désormais positionné sur le middle management, de responsable de département transport et autres activités connexes à cette activité-là, et de chef d'agence chez les prestataires. Et depuis maintenant, la troisième promotion ouvre dans 15 jours, un executive MBA spécialisé en transport dans un environnement résolument supply chain. Ce qu'on constate, c'est les statistiques. Alors j'ai la double casquette à Slog, puisque je m'occupe du Lab RH, auquel contribue largement Michael Page, et l'étude à laquelle il fait référence est quelque chose d'intéressant. Ce qu'on constate, c'est que ces chiffres-là sont bien la réalité du marché,
En revanche, avec ma casquette École supérieure des transports, on a plus de 30% d'élèves, il y a même dans la salle, qui suivent la formation de manager. On est plus sur 20% de masterants qui suivent un executive MBA, qui sont des femmes. Globalement, le résultat à l'arrivée, j'allais dire, le taux de placement, quand on analyse ça, hein, puisque c'est un de nos critères en formation professionnelle de réussite, c'est qu'on voit les femmes se positionnent bien sur du projet industriel, sur de l'import-export, chez les prestataires. Et donc là, on est dans les entreprises industrielles de négoce et de distribution, se place bien également sur des activités de commerce et de bureaux d'études chez les prestataires. De top management, pas tant que ça, il y en a moins, mais ces postes-là, aujourd'hui, sont des tremplins verts. Donc ça, c'est quelque chose à remarquer. C'est pareil dans tous les secteurs, de toute façon. C'est tout secteur confondu, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, logistique ou ailleurs, moi je vous dis édition, presse, radio, télé, les postes de direction sont masculins. Oui, non, partout. Néanmoins, on voit alors, je sais pas comment on dit, des maîtres d'industrie qui sont des femmes d'ailleurs. Dans le transport, il y a des dirigeants d'entreprise qui sont des femmes et qui sont connus, reconnus pour leur capacité et leur leadership. Donc c'est pas un problème. Après, c'est une question de choix. Hein. Avec Karima, on évoquait le point aussi que pourquoi pas tant de femmes que ça dans les entrepôts. Il faut peut-être corréler avec le taux de divorce. Hein, messieurs qui travaillent des heures carrées et qui le font au détriment de leur vie de famille dans les entrepôts, c'est quelque chose d'assez courant. Et si on s'amusait à faire des statistiques comme ça n'existe pas non plus. On aurait peut-être des choses assez intéressantes à étudier. Je reviens sur mon point. Pourquoi une réussite dans les postes que je viens d'évoquer? Une réussite parce que techniquement, il y a souvent une fiabilité, une rigueur qu'ont les femmes quand elles sont nos élèves et ensuite dans le métier, que n'ont pas certains hommes, hormis ceux qui sont plutôt qui ont suivi des cursus d'ingénieurs. Donc ça, c'est un point important. Et le côté multiculturel et linguistique, qui est souvent mieux maîtrisé par les femmes que par les hommes. Hein, on voit d'ailleurs des femmes qui ont fait des langues appliquées et qui ensuite viennent dans le monde de la logistique. Je pense qu'on va avoir un exemple avec une vraie réussite, mais je vais laisser la parole aux témoins qui sont les premières concernées. Ce que je voudrais évoquer, pour rebondir sur les nouveaux métiers, Sébastien ne l'a pas évoqué, il me l'a réservé en quelque sorte, hein, une fonction d'entrée dans les supply chains qui est une fonction qui est très féminine et qui est très intéressante, la fonction de demand planner. Et qui est très nouvelle ? Qui est nouvelle, en tout cas sur laquelle il y a une forte demande. Hein. Vous connaissez SNOP, planification, gestion de la demande. En français, ça donne quoi pour moi? Je ne sais pas ce que c'est. Responsable de la gestion de la demande, de la planification, et ben voilà. du commerce et des ça opérations. Va mieux. Donc je comprends oui, si les femmes sont multilingues, forcément elles comprennent mieux que moi. Et des opérations. Et c'est une fonction qui a comme caractéristique, déjà des qualités que je viens d'évoquer il y a quelques instants, mais le fait également que demand planner, c'est en relation avec tous les acteurs de la chaîne. Alors, le cursus pour quelqu'un qui rentre et se positionne dans une supply chain sur une fonction de cette nature, il y en a un certain nombre, on le voit à la SLOG, dans les équipes qui nous rejoignent sur les différents groupes de travail de nos adhérents, il y a véritablement des choses tout à fait intéressantes. L'interface avec toutes les fonctions de l'entreprise est quelque chose à maîtriser, et c'est une vraie qualité. Et ça débouche soit sur une vraie spécialisation, soit du fait de la maîtrise de l'ensemble de ces interfaces, sur une capacité à couvrir globalement la supply chain. Je voudrais revenir sur un point, on est quand même franco-français. Hein. Quand on regarde les patronnes, alors les patronnes de supply chain en France ne communiquent pas tant, je suis très heureux qu'il y en ait qui puissent communiquer aujourd'hui, elles communiquent peut-être un peu moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, chez les anglo-saxons, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Chez les anglo-saxons, les Américains en particulier, des patrons de supply chain worldwide, on en connaît un certain nombre, je ne vais pas vous les citer, mais bon, chez des Schneider, chez des Dell, chez autres. On va changer ça justement. Voilà. En leur laissant la parole. Tout à fait. Je pense que... Oui, à qui je pourrais passer la parole? Non, je pars d'un exemple et ensuite je passerai la parole à Cécile Cloarec. Je vais juste vous parler d'écologie, c'est très surprenant. Moi qui fréquente depuis 20 ans des élus, des bureaux d'études, les gens qui font l'écologie sont quasiment à 100% des femmes. Un philosophe, Patrick Vivray, et je vois la même chose pour les responsables développement durable dans les entreprises. Et un philosophe, Patrick Vivray, explique ça très simplement, c'est que la société mâle, dominante, a reclus l'écologie et les femmes en seconde zone. Et du coup, l'écologie et les femmes se sont aimées. Aujourd'hui, qui maîtrise la technique, qui maîtrise le discours, la réglementation en matière d'environnement, ce sont les femmes. Et très souvent, à des postes pas tout à fait de direction, sauf que c'est en train de changer.
Et donc je pose la question à vous cinq avant d'en venir à vous, Madame Cloarec. Est-ce que les postes de développement durable dans vos entreprises sont des postes féminins ou forcément féminins? Madame Cloarec. Qui vous voulez? Je pose la question à vous cinq. Non. Bon alors Cécile. Bon, il se trouve que chez FM Logistique, on a effectivement une directrice QHSE et développement durable. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est peut-être un métier un peu comme les ressources humaines où on a une proportion de femmes plus importante. Alors, est-ce que c'est parce qu'on nous a cantonnés à ça? Est-ce que c'est parce que c'était notre goût? Peut-être aussi. Peut-être exercer une forme de liberté général dans nos choix de métier. Oui, c'est un constat général en France, simplement. Voilà. Alors, vous, en tant que DRH, vous avez de nouveaux besoins, je suppose. Est-ce que la population qui vient vous voir, est-ce que les CV que vous recevez, est-ce que les lettres de motivation que vous recevez sont différents, correspondent à des nouveaux besoins aussi de la part des jeunes qui arrivent sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a des nouveaux profils qui se profilent? Comment vous voyez les choses? En tout cas, nous, les besoins en termes de métier de profil, ils évoluent. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit au début par monsieur, il n'y a pas de métier pour une génération féminine, il y a des nouveaux métiers, et puis il se trouve qu'il y a des femmes et des hommes qui viennent postuler pour ces métiers-là. Pardonnez-moi, des nouveaux métiers ou des métiers qui s'exercent de façon différente? Oui, alors déjà, on va parler de nouveaux métiers. Nous, on voit bien aujourd'hui une vague d'innovation technologique et organisationnelle qui est en train de gagner la supply chain, au moins côté prestataire, avec l'arrivée du digital. Donc déjà, on a beaucoup de nouveaux métiers dans l'entreprise qui ne sont pas forcément seulement en opération, mais aussi en communication, en RH, en commerce, autour du digital. Donc là, ça attire de nouveaux profils, on va dire hommes et femmes. On a également aujourd'hui énormément de métiers qui sont en train de s'ouvrir sur la mécanisation, l'automatisation, la reconnaissance visuelle, la gestion du big data. Donc toute cette transformation numérique est en train de traverser en fait le monde de la supply chain. Et là, ça appelle des postes de chef de projet, d'ingénieur amélioration continue, d'ingénieur innovation, par exemple. Donc on a un appel à de nouveaux profils de compétences plus upgradés, notamment venant d'écoles d'ingénieurs qu'on n'avait pas forcément avant. Et puis il y a l'exercice des métiers, on va dire, traditionnels, en particulier managériaux, où là, je ne vais pas dire que les compétences évoluent. Monsieur l'a très bien décrit, un poste de directeur de site ou directeur de plateforme, par exemple, c'est un poste extrêmement complet. Il se trouve que chez FM Logistique, on a une composante management, valeurs humaines, empowerment des équipes qui est extrêmement marquée. Donc on va à la fois attirer peut-être un peu plus de femmes chez nous que peut-être chez d'autres prestataires logistiques. Aujourd'hui, par rapport aux statistiques que vous citiez, vous disiez qu'il y avait à peu près 25% de femmes parmi les managers. Chez FM, on est entre 35 et 40%. Sur les top managers, vous disiez 5%. Chez FM, on est à déjà 20%. Donc on a une composante à la fois dans le souci qu'on apporte sur le management et la gestion des hommes, peut-être aussi une culture un peu plus women-friendly, ou en tout cas elles se reconnaissent peut-être davantage. Et puis on a dans la nouvelle façon d'exercer les métiers beaucoup plus d'attention portée à la capacité à coopérer, à la capacité à porter un projet et une vision aspirationnelle, y compris pour les équipes de production. Pourquoi ça répond à quelle exigence ou quel besoin chez Ça FM? répond à une exigence d'adaptation, de changement permanent, à des organisations qui sont de moins en moins, on va dire, mécanistes, et où on va aller chercher la capacité d'initiative et d'amélioration continue de nos équipes terrain. Et puis, ça répond également à une demande croissante côté client, d'une plus grande coopération, de mieux comprendre leurs besoins. Et ça génère aussi, en termes de compétences, un besoin à avoir des gens plus communicants, plus dans l'ouverture, plus dans la coopération et dans une forme de partage. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça, ce sont des compétences plus féminines que masculines, mais en tout cas, ça veut dire que dans nos métiers, on va non pas rechercher seulement des compétences techniques, mais vraiment une touche comportementale et un savoir-faire de communication, de relation, de remise en cause et de capacité du coup à aller chercher les besoins de l'autre, qui va être beaucoup plus important qu'avant.
Voilà. Ça, c'est comment vous le repérez? Il n'y a pas de diplôme pour ça, il n'y a pas Ça, de c'est, je sais livre. pas, c'est le talent des ressources humaines. Ça. Bien sûr, je ne doute pas de votre talent, mais à quoi on repère ça? Où est-ce que vous mettez les gens à l'épreuve? Est-ce qu'il y a, enfin, je ne sais pas, la capacité organisée à fédérer, finalement à être autonome, c'est un peu ce que vous dites, à mener un projet jusqu'au bout. Comment vous Oui, on va aller repérer par exemple chez les jeunes diplômés, on va aller repérer la capacité des gens à se mettre en mode projet, à prendre des risques, à s'être aventurés par exemple à l'international. On va regarder en fait comment est-ce qu'ils parlent de leurs relations à l'intérieur de l'école, quel type de projet ils ont mené et ce qui les intéresse finalement dans ces métiers de la supply chain. Est-ce qu'ils sont intéressés par un aspect très technique? Est-ce qu'ils sont intéressés par un aspect managérial, par un mode projet? On a d'autres façons de les repérer. Par exemple, cette année, on a lancé un challenge qui s'appelle Faster Mind, FM, Faster Mind Challenge, où on va en fait interroger les étudiants sur leur vision de la supply chain du futur. Donc on fait un appel à projet et là, finalement, on va avoir des étudiants qui vont se grouper en équipe d'une manière totalement spontanée. Ils vont venir plancher devant un jury qui va être un jury de dirigeants et de clients de FM Logistique. Là, on va avoir une occasion inouïe de repérer à la fois leur capacité de conceptualisation, de vision, la façon dont ils abordent le monde aujourd'hui et leur capacité à la fois de travail en équipe et de créativité. Quand vous dites les étudiants, ils viennent de où? C'est quelle école? Ils viennent d'écoles d'ingénieurs, d'universités ou d'écoles de commerce. On a ouvert très largement le champ. Nous, nos cibles de recrutement sont plutôt 2 tiers ingénieurs, 1 tiers école de commerce et université. Et sur ce challenge Faster Mind, dont les candidatures là, vont être closes d'ici une grosse quinzaine de jours, on a 1 tiers de jeunes femmes. Vous voyez, donc on n'est pas forcément sur 10, 15, 20%. Mais c'est vrai que dans les candidatures spontanées que l'on reçoit, on est sur un petit quart en fait de femmes et pour 3 quarts d'hommes, quoi. Voilà. Et c'est à peu près la même proportion que l'on a quand on va chercher des VIE, donc des gens qui vont partir à l'étranger pour une première expérience. On est sur 3 quarts de garçons et 1 quart de filles. Voilà. Bon, et les jeunes maintenant, alors comment ils sont les jeunes? La génération Y, Z, ou je ne sais plus comment on l'appelle, de toute façon moi 46 ans, c'est fini pour moi, je suis plus jeune. Après 30 ans, on est vieux pour eux, on de toute est façon. fini. Donc, Mais alors justement, on dit qu'ils ne supportent pas la hiérarchie, on dit qu'ils font ce qu'ils veulent, on dit qu'il faut constamment se justifier auprès d'eux. Donc le schéma classique pyramidal n'existe plus. C'est pareil dans la presse. Concrètement, ça se passe comment? Ils sont difficiles à gérer? Non, ils ne sont pas difficiles à gérer, ils sont assez passionnants, rafraîchissants, ils demandent du boulot. Pourquoi? Parce que oui, le mode pyramidal, on va dire, est un mode dans lequel ils se reconnaissent pas du tout. Mais j'ai envie de dire, c'est le cas de plus en plus de l'ensemble des collaborateurs. La société évolue. Les nouvelles technologies ont permis aussi, via Internet, une expression extrêmement libre des opinions. Vous pouvez, via des blogs ou via Twitter, donner votre avis sur absolument n'importe quel sujet en étant compétent, qualifié ou pas d'ailleurs. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette génération en fait dite Y et puis demain Z. C'est un droit à la prise de parole, un droit à participer, à avoir une expression ou avoir une idée qui vaut la même chose pour eux en tout cas que celle du plus senior ou du plus sachant. Et du coup, une capacité à se positionner en parité par rapport à un manager qui autrefois aurait été davantage respecté, on ne se serait pas forcément permis de l'interpeller. Donc c'est ça qu'on voit. Voilà. Après, ils ne sont pas difficiles à gérer, simplement ils entrent dans un mode relationnel qui est différent et qui du coup, de temps en temps, peut un peu bousculer, quoi. Voilà, les managers qui sont plus là pour être des sachants, mais qui sont là pour être beaucoup plus des coachs, des accompagnateurs et qui doivent en fait constituer pour ces jeunes à la fois un repère, parce qu'ils ont besoin d'énormément de repères. Il faut pas, ils sont très conscients qu'ils ne savent pas tout, mais ils veulent avoir le droit de participer à tout et que leurs idées soient écoutées et entendues. Voilà. Donc un manager aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus un manager coach qui les guide, qui les soutient, qui leur donne des astuces, des tuyaux et qui va être surtout en permanence à leur écoute parce que leurs envies changent très vite. Voilà. On ne peut pas leur parler de plan de carrière, c'est-à-dire que ça fait facilement 10 ans aujourd'hui qu'une DRH qui dit comment vous vous voyez à 5 ans ou 10 ans passe juste pour une vieille ringarde. Donc c'est fini, on ne peut absolument plus dire ça. Ils n'ont pas de plan de carrière en tête. En revanche, ils ont envie d'aventure, ils ont envie de projet et ils vont être très changeants en fait dans leurs envies. Voilà. Donc ils vont tester plein de choses. Et ce qui peut être difficile à gérer
et pour un manager et pour des équipes RH. C'est leur ennui. C'est qu'on les fait rentrer sur un premier job où on se dit, bon, bah, ils vont faire 1 an et demi, 2 ans sur ce job, et puis après on verra. Et puis au bout de 4 à 6 mois, ils viennent vous voir, et puis ils disent, bon, bah, c'est OK, mais là je commence un peu à m'ennuyer, je fais quoi maintenant? Voilà. Donc c'est ça qu'il faut gérer. Merci, mesdames. Partagez ce constat. Isabelle, je te laisse la main. Oui, si quelqu'un veut répondre à cette question, et après on va passer à la deuxième partie. Oui, effectivement, je partage complètement, d'autant que j'ai régulièrement des élèves en alternance de l'école EST et d'autres écoles aussi. Et effectivement, on sent vraiment ce besoin d'être alimenté, d'être nourri intellectuellement, d'apprendre en permanence. Et aussi de changer vraiment d'envie. Alors c'est très difficile quand vous essayez de planifier des choses dans votre équipe, donc il faut les suivre, hein, il faut les alimenter, mais si on ne les alimente pas, on les perd. Donc, et on les perd très vite en fait. Donc à nous managers aussi de savoir s'adapter et de savoir rapidement retrouver des sujets, solliciter l'intérêt, susciter toujours en permanence l'intérêt chez eux. Et lorsque vous arrivez à ces choses-là, on arrive vraiment à des belles réalisations, à de l'engagement aussi, parce que j'entends aussi dire que les générations sont moins engagées, ils regardent leur montre, etc. Oui, certains, oui, mais comme nos générations, comme les précédentes et comme les futures sûrement. Mais on a aussi des gens qui savent être très engagés quand ils sont motivés sur des sujets. Ils font partie il faut les embarquer en fait aussi dans votre passion. Hein. Donc c'est aussi à nous managers de savoir transmettre ces envies-là et qui ne sont pas innées chez aucun de nous. Bref, il vous évite le train-train de vous ennuyer vous-même et de vous reposer sur vos lauriers. Exactement. Voilà. Jean Damien, vous voulez intervenir? Juste pour rebondir sur le propos de Nathalie, mais c'est tout à fait le cas, hein. Pas forcément dans le transport et la logistique. Hein. Pour fréquenter forcément, vu mes fonctions, des jeunes, mais en avoir dans mon environnement personnel, qu'est-ce qu'un jeune entre 20 et 30 ans attend aujourd'hui? Un patron qui continue à aller apprendre des choses. Et j'en vois qui viennent me voir au bout de 6 mois, 1 an, en disant « mon patron ne m'apporte plus rien, qu'est-ce que je fais ?» hein. Et d'autres qui disent « cette entreprise-là, il n'y a vraiment pas assez de pression. » Alors, un vieux manager va dire « la pression, vous la mettez vous-même. » Je ne suis pas d'accord, ça veut dire qu'il y a besoin d'un alignement d'entreprise. Hein. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, d'un alignement de la stratégie d'entreprise, et que cet alignement et cette stratégie d'entreprise entraînent les jeunes, même s'il va falloir effectivement savoir les positionner, les faire évoluer avec agilité, mais c'est ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui, non? Merci. Alors moi, je suis un petit peu monomaniaque. Je vais revenir, comme on a la chance d'avoir 4 femmes, on en a 5, mais 4 femmes, voilà, c'est assez rare. Donc j'aimerais bien avoir le retour d'expérience et le parcours de chacune de vous, parce que je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup et donner envie justement à des jeunes en général, mais à des jeunes femmes de venir vers ces métiers-là. Et d'autant plus que ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des formations et des parcours vraiment différents dans des secteurs différents. Donc on va peut-être commencer par Marine Pomard. Et alors vous avez une spécificité, c'est que vous êtes tombée dedans, si on peut dire, quand vous étiez toute petite. Vous allez nous expliquer. Ouais, alors moi j'ai eu un parcours, j'ai eu la chance de tomber, je suis un peu comme Obélix en fait, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Je suis née dans une famille de transporteurs et donc forcément les camions ont toujours fait partie de ma vie. Et je jouais aux petites voitures et je faisais des tours de camion le dimanche, donc quelque part c'était presque écrit quoi. J'allais finir dans le transport, puis après dans la logistique. Donc voilà, j'ai évolué dans le transport toute mon enfance et puis après j'ai fait une école de commerce, donc un parcours très commercial avec une spécialité marketing, donc une vraie vision client. Et j'ai intégré la société familiale donc en sortant de cette école de commerce. Et là, j'ai eu la chance, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, c'est de la chance, de toucher à un peu tous les métiers du transport. Donc, j'ai fait du commerce, j'ai fait de l'exploitation, j'ai fait du national, j'ai fait de l'international, voilà. Et j'ai touché un peu à tous ces métiers pendant 4-5 ans. Et puis, au bout de 4-5 ans, donc là, on est en 98. Donc, voilà, on commence à parler de l'Europe. On est dans le nord de la France, plateforme européenne. Donc, on se dit, bon, voilà. Finalement, nos clients nous demandent d'être prestataires logistiques en plus. Donc, tiens, Marine, allez, prends le bébé et lance la logistique. Donc, je suis partie avec ma valise. Et puis là, j'ai appris un nouveau métier, les entrepôts. Je me souviens que j'avais une petite trentaine d'années et qu'on m'expliquait ce que c'était qu'un rack, une lisse, une palette, 3 palettes. Enfin, voilà, donc j'ai fait ça et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et là, j'ai découvert un vrai métier qui est passionnant.
Donc à la fois en termes d'hommes, donc on peut rebondir sur les hommes, de pouvoir accompagner ces hommes et de grandir ensemble. Donc on a Les grandi hommes avec un grand H. avec un grand H, parce que oui. Et là, c'est une vraie belle aventure qui commence. Donc, je fais ça pendant 10 ans. Et puis, la structure logistique prend forme. On a une dizaine ou une quinzaine d'entrepôts en France. Donc, voilà, le client au cœur de tout. Et puis là, d'autres parcours dans ma vie qui m'amènent finalement à quitter cette société familiale et à créer ma structure de conseil. D'abord en me disant, mais finalement, moi, ce que j'aime, c'est le client, j'aime l'agilité, j'aime la réactivité, et puis finalement, les sociétés avec lesquelles je m'entends bien sont des PME qui ont besoin de tout ça, et quelque part, elles n'ont pas forcément ni de quoi nourrir un directeur logistique à temps plein, ni de quoi recruter un directeur logistique à temps plein. Donc finalement, est-ce que si je vais créer ma petite structure en tant que directeur logistique en coût partagé, est-ce que ça a du sens ? Et j'ai appelé certains de mes clients qui m'ont dit, et il y en a un qui m'a dit la phrase est salvatrice, il m'a dit, mais ça y est, enfin, t'étais en train de mourir. Et j'ai créé ma structure. Donc tout s'est fait très vite. J'ai eu la chance de travailler avec le web, avec l'industrie, avec la grande distrie. J'ai rencontré énormément de monde. Donc c'est toujours les hommes avec un grand H. Et puis un nouveau métier qui est arrivé avec la supply chain, donc qui est arrivé avec des nouveaux modes de consommation liés aux nouvelles technologies, avec ce client qui prend vraiment toute sa place au cœur des entreprises. Et puis voilà. Et puis il y a 2 ans, Boulanger m'a proposé de monter dans leur bateau, donc j'ai réintégré Boulanger en tant que directeur supply chain. Suite à une rencontre. Une belle rencontre avec le directeur général, c'est ça ? Voilà, suite à une belle rencontre lors d'un dîner avec le directeur général de Boulanger. Et puis on se connaissait 20 ans avant, on avait chacun évolué, on ne s'était pas revus. Et puis on se croise et il me dit qu'est-ce que tu fais ? Et je lui dis voilà, j'ai créé ma structure de supply. Et il me dit parle-moi de la supply, ça arrive, je veux, voilà. Et donc forcément, moi je suis un peu insatiable, donc vous m'arrêtez si je parle trop, mais c'est une vraie passion. Ça va donc, encore. Allez-y. C'est passionnant. Et puis voilà, et puis on a parlé toute la soirée, je pense, de supply chain. Et puis à l'époque, il n'était pas directeur général de Boulanger, et puis son parcours a évolué, et dans son évolution de parcours, j'ai eu la chance qu'il m'appelle et qu'il me propose de venir justement créer toute cette supply chain chez Boulanger. Et cette supply chain, c'est pas que de la logistique, c'est pas que du transport, c'est beaucoup d'autres choses. La logistique fait partie de la supply chain, le transport fait partie de la supply chain. Mais j'ai envie de dire, la supply chain, c'est une vraie chaîne humaine qui part du client jusqu'au fournisseur. Et ce métier, il est juste passionnant parce que d'abord, il est fait de rencontres. On travaille avec toutes les directions de l'entreprise juste pour servir un client qui évolue très très vite. Et notre premier objectif, c'est faire que ce client soit hyper satisfait quand il vient chez nous. Donc il faut à la fois aimer beaucoup les hommes et puis aimer beaucoup le client. Donc voilà, donc c'est une passion de tous les jours. On reviendra sur cette passion et sur tout ce que ça peut vous apporter. On va peut-être continuer juste les présentations et les parcours. Donc de Nathalie Féniou, qui est dans un secteur complètement différent, puisque vous êtes chez Areva, réacteurs et services, c'est ça ? Alors expliquez-nous, vous, d'où vous venez et où vous êtes arrivé aujourd'hui. Oui, a priori, c'est un métier d'homme, une cuve nucléaire et une turbine. Alors, un métier d'homme et un c'est un métier secteur d'ingénieur d'homme. en plus. Ouais. Voilà, des grandes écoles d'ingénieurs. Donc moi, j'ai pas du tout un parcours d'ingénieur, puisqu'en fait, j'ai un master de langues étrangères appliquées au commerce international. Et suite à ce master, qui est une formation très intéressante parce que très riche et diversifiée, en revanche, quand on a ce genre de diplôme, on est très peu employable. Donc, suite à cette formation, j'ai décidé de trouver une formation plus opérationnelle. Et c'est là où par hasard, je dois bien le dire, j'ai trouvé une formation au sein de la FTF Team, maintenant l'AFTRAL, diplômante en cadre du transport international, une formation qui n'existe plus aujourd'hui, et qui proposait justement de l'alternance avec des stages en entreprise. Donc, et vraiment, c'est un métier que je ne connaissais pas, c'était le transport international, que j'ai découvert au sein de cette formation et des stages, et où là, j'ai réellement attrapé le virus. Il y en a qui tombent dans la potion jeune, moi je l'ai attrapé en cours de route. Donc, et c'est vrai que j'ai fait un premier stage dans le groupe Géodisque Alberson. Et suite à ce stage, en fait, ils m'ont proposé un poste, donc à Limoges. J'ai commencé dans une petite structure de Limoges, d'une agence de Limoges, avec en charge la création du département international dans une
organisation nationale. Donc avec, voilà, tout le monde se moquait bien entendu de ce que je pouvais faire, puisque voilà, il n'y avait pas d'intérêt. C'était des transports, un monde de transporteurs, de routiers, vraiment très, très machiste. Mais bon, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, intéresser les gens, le contact. On parlait des hommes tout à l'heure avec des grands H même, et pas des H. Donc, et le contact est très très important, puisque c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire ma place et à susciter l'intérêt des gens, et aussi parce que j'avais besoin de créer une structure internationale dans un petit monde où vous avez besoin du chauffeur, sinon il va pas ramasser les colis, tout simplement chez vous. Le nouveau client que vous venez de décrocher à la sueur du front, et ben voilà, vous avez tout perdu. Donc c'est vraiment une aventure humaine, et sans les hommes, on ne peut pas travailler dans ce monde-là. Donc on a vraiment toutes ces chances quand on est une femme, parce que je pense qu'on travaille beaucoup avec l'humain quand on est une femme, et sans tomber dans des clichés, je pense qu'on est en interactivité en permanence et on s'en nourrit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes ont vraiment leur place dans ce milieu-là, et tout ce que j'entends le confirme aujourd'hui, puisqu'on parle d'écoute, de capacité d'écoute, de change management. Aujourd'hui, on entend, moi, ça fait depuis 2007 que je suis chez Areva, ça fait la 6e organisation que je mets en place. Ça fait beaucoup. Donc, on est en devoir d'être adaptable, ultra adaptable. Et c'est vrai que les femmes ont cette capacité-là, mais en plus, elles savent le transmettre. C'est pas, on parle beaucoup de top-down dans les grandes entreprises. Le top-down, il marche au niveau en haut et sur le management. Mais quand vous êtes ce middle management, et que vous essayez de faire du top-down, ça ne fonctionne pas. On a besoin des équipes. Donc il faut susciter cet intérêt. Donc si je reviens sur mon parcours, je me suis un petit peu égarée de par la passion aussi. Donc je suis arrivée, j'ai eu ce diplôme, ensuite chez Calberson. J'ai évolué au sein du groupe pour être responsable en fait du développement d'une petite structure, vraiment une niche de transport urgent, de course, donc toujours au sein de Géodis. Donc là, des problématiques différentes de transport. Puis au bout de quelques années, je me suis dit, voilà, le monde du prestataire, de la prestation de service, du commissionnement, ça y est, j'en ai fait pas le tour, parce qu'on n'en fait jamais le tour, c'est d'une telle richesse. Mais en tous les cas, j'ai envie de voir de l'autre côté du navire ce qu'il se passe, donc côté chargeur. Et c'est là où j'ai intégré, donc une petite dizaine d'années après, 6 ans, la société Facom, donc l'outillage à main, encore un monde très masculin, et avec des problématiques nationales et européennes de transport, où j'ai pris la charge du département transport, avec une organisation multisite, donc des usines, donc très machiste aussi, très masculin, et un environnement aussi européen, puisqu'il y avait des sites en Europe. Donc l'objectif pour moi, le challenge du poste, c'était de relever le niveau de service. On était à un niveau de service totalement catastrophique, avec des filières de vol, parce que c'était des marchandises très, très, très sollicitées. Donc voilà, donc cette mise en place, après donc 4 ans, j'ai voulu grandir vers d'autres environs, et surtout acquérir une dimension plus internationale. Voilà, revenir à des problématiques internationales. Et c'est vrai que la logistique, dans son terme très général, offre cette palette de services. Donc j'ai intégré le groupe Areva en 2007, avec d'abord la responsabilité du projet OL3 sur la partie logistique. Donc un monde déjà beaucoup plus international, puisque même si c'est un projet en Europe, il y a des problématiques internationales de c'est quel transport. projet, OL3 ? La Finlande. Ah oui, l'EPR en Finlande. Voilà, l'EPR en Finlande. Voilà. Donc responsable de service. Au bout de 2 ans, donc on m'a proposé la responsabilité du département transport douane France, que j'ai accepté, et très vite en fait un élargissement à la responsabilité logistique sur l'ensemble des grands projets d'Areva, de construction d'EPR. Donc ça veut dire la Finlande, ça veut dire la Chine, ça veut dire aussi la France. Donc
voilà, donc des problématiques nouvelles, très diversifiées. Alors on est moins dans de la logistique. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de logistique d'entrepôt. Or c'est vrai que voilà, le terme logistique englobe aussi vraiment la partie transport international, donc problématiques douanières, problématiques internationales, de commerce aussi. Et qui donne une richesse à ce métier qui est vraiment ouvert à tous, hommes, femmes, et où on a vraiment, en tant que femme, des qualités à apporter, puisqu'effectivement, on parlait de réglementation tout à l'heure, on est dans un environnement très réglementé quand on est dans du transport international. Encore plus lorsqu'on transporte, comme chez Areva, des équipements, des gros colis lourds de 500 tonnes par exemple. Encore plus comme on transporte aussi chez Areva des produits classés, dangereux, radioactifs. Donc on a toute une palette qui nous est offerte dans cette filière logistique et dont il faut connaître la diversité et qui est vraiment, pour vous, je vois beaucoup de femmes ici, d'hommes aussi, de jeunes surtout, et vraiment qui est pour tous d'une richesse incomparable. Et on peut passer d'une filière à l'autre en ayant un cursus au démarrage peut-être plus large et ensuite de l'affiner selon vos envies et selon vos expériences. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre au début un cursus assez large pour s'abreuver de connaissances multiples et ensuite affiner au cours de sa carrière ses connaissances et puis entrer dans des niches de la filière et puis s'enrichir de cette manière tout en grimpant les échelons. Et voilà, c'est le message que je peux passer et que vraiment il y a une richesse qu'il faut venir chercher parce qu'elle ne vient pas à vous, ça c'est sûr. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Sandrine Berruard. Alors vous êtes aux Hospices civils de Lyon, donc c'est le milieu hospitalier. C'est très spécifique. Du coup, vous allez peut-être aussi nous expliquer votre parcours et les spécificités de ce milieu qui est finalement assez féminin. Oui, alors oui, au niveau du monde de l'hôpital est beaucoup Voilà. plus féminin. Ah, c'est oui. ça. Donc mon parcours, je crois que par rapport à mes consoeurs, je suis la seule à avoir fait une école d'ingénieur. Donc une école d'ingénieur orientée plutôt gestion de production. Et c'est lors de mes différents stages que j'ai découvert la logistique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir passer une année à l'étranger. Donc dans ce cadre-là, j'ai découvert la logistique automobile. Donc vraiment un secteur en pointe sur ce domaine, en tout cas il y a 10-15 ans maintenant. Derrière, c'est un métier finalement qui m'a plu. Et quand les Hospices civils de Lyon ont décidé de monter leur plateforme logistique, c'est là où j'ai postulé et je suis rentrée dans ce secteur. Au départ, je pensais y rester 1 an, pas plus, dans le cadre du projet. Et maintenant, ça fait 13-14 ans que j'y suis. Voilà. Donc sur un poste qui a très très fortement évolué, donc d'abord sur ce projet plateforme, après j'ai pris la responsabilité de cette plateforme hôtelière, donc avec des équipes, alors l'hôpital est un monde très féminin, mais au niveau de la logistique, on était plus après sur des compétences masculines au niveau des opérateurs. Au niveau de l'encadrement, on serait plutôt sur du 40-60, 40 féminin. Ouais. Et avec ce qui est très intéressant, c'est des diversités de parcours. On a aussi bien des personnes qui sont montées en compétences au fur et à mesure, donc il y a une professionnalisation un peu difficile des fois, et puis des personnes qu'on a recrutées à l'extérieur. Autre particularité, un mélange de soignants et de logistique. Donc là, même chose, des diversités, des apports culturels intéressants, et c'est une mixité qui est très intéressante. Voilà. Et les soignants, c'est un milieu plutôt féminin au départ. Oui. Donc c'est pour ça que vous retrouvez une mixité assez naturelle. Voilà. Donc le secteur de l'hôpital, depuis à peu près 2005, est rentré dans une vague de professionnalisation, en tout cas de ces secteurs logistiques, avec de très gros projets qui ont été lancés. Au niveau des Hospices civils de Lyon, le projet plateforme était un des premiers. Derrière, on a eu nouvelle restauration, nouvelle stérilisation, nouvelle blanchisserie. Les Hospices civils de Lyon, c'est 14 établissements, 5500 lits. Donc au niveau vraiment de la stérilisation, on est sur la première en taille européenne. Voilà. Donc des volumes très très conséquents. Moi, dans ce métier, j'ai été amenée à évoluer. À partir de 2009, j'ai récupéré, en plus de tout ce qui était la gestion hôtelière non stérile, l'ensemble des flux de transport, qui sont aussi bien les flux de transport de patients, donc motorisés, que les flux de transport de biens. Donc transport de biens également, tout ce qui a été transport poids lourd entre blanchisserie, restauration, stérilisation, les autres secteurs logistiques des Hospices civils de Lyon, avec après des missions d'expertise logistique sur les sites
pour apporter cette vision supply chain qui faisait défaut jusqu'à présent dans les hôpitaux, et puis également des activités annexes comme les archives et autres. Alors, la particularité des hôpitaux vient surtout de la diversité des flux. Quelque part, on est toujours sur des flux, des personnes, des biens à transporter, mais il faut vraiment intégrer la complexité de cette multiplicité, quelques contraintes supplémentaires, réglementaires supplémentaires, pardon, et tout ça à la taille d'une petite ville, parce qu'on a, on a du linge, de la restauration, de la stérilisation, des médicaments, du courrier, des dossiers. Donc finalement, ça reste assez complexe. Voilà. D'accord, merci. Donc, dernier témoignage, Karima Boukouna, vous êtes directrice supply chain chez Philips. Peut-être Philips... Alors, je vais raconter un peu mon parcours, puisqu'effectivement, Philips, c'est plusieurs secteurs d'activité, une activité médicale, une activité éclairage, une activité dite grand public. Et pour ma part, mon expérience s'est faite au sein de l'activité médicale et l'activité éclairage. Alors, j'ai vraiment démarré dans ce groupe, je vais me focaliser sur cette expérience, en fait, à l'étranger. Voilà, moi j'ai rejoint après une formation troisième cycle, commerce international, gestion, droit des affaires. En fait, j'ai démarré, expérience à l'international sur une plateforme dite, d'administration des ventes. Voilà, avec, la volonté de s'approprier un peu la relation client à travers cette fonction d'administration des ventes. Ça a duré 2 ans, donc un très fort apprentissage en termes de capacité d'écoute. Capacité véritablement à s'adapter aux attentes du client, et c'est ce qui m'a permis ensuite de prendre des responsabilités en fait en France, de retour en France, sur des fonctions plutôt de chef de projet. Extrêmement important pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est pas avoir peur et puis savoir effectivement rebondir aussi et saisir les opportunités. Chef de projet dans le cadre d'intégration de nouvelles entités. Philips, c'est beaucoup d'acquisitions en 2001, donc des sociétés qui sont venues rejoindre, qui sont venues, permettre l'activité médicale de grandir au sein de ce groupe. Et donc, moi, j'ai accompagné l'intégration de ces sociétés-là sur des fonctions logistiques, process, compréhension des ERP, mise en place d'ERP. Donc voilà, chef de projet sur la mise en place des SAP. Je pense que certains ont dû vivre ce type d'aventure. Et forcément, quand on a, une expérience à l'étranger, qu'on parle plusieurs langues, qu'on a une capacité d'adaptation, vous vous faites happer par l'international, ou en tout cas, vous êtes attiré par le chant des sirènes internationales. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai fait le même type de fonction, accompagnement sur des process, formation outils, sur des process logistiques, supply chain, relations clients, en accompagnant l'Espagne, l'Italie, le Portugal sur ce type d'activité. Et ensuite, j'ai changé de casquette et j'ai rejoint l'audit interne. Voilà, parce que dans les groupes, il y a aussi ces opportunités d'évoluer vers d'autres fonctions. Et à l'audit interne, j'ai pu capitaliser sur mon expérience à la fois internationale, d'adaptabilité et de compréhension, des différents rouages de l'entreprise. Et là, j'ai accompagné dans des missions de diagnostic à la fois des sites industriels, des organisations commerciales. Et ça m'a permis véritablement d'élargir mes connaissances et d'avoir une vision un peu globale de l'entreprise. Et parce que mes premières amours, c'était quand même le médical. Donc, j'ai rejoint à nouveau l'activité médicale sur une fonction globale. Alors voilà, l'international, en fait, offre vraiment des opportunités. Puis finalement, ce qui nous semblait être impossible devient possible. Et voilà, on m'a juste dit, tiens, Karima, tu as démontré telle et telle aptitude. On a besoin de gens qui n'ont pas peur, qui sont audacieux. Et on a besoin de driver justement l'activité service au niveau global, au niveau groupe, au Japon, aux États-Unis, en Europe, pour justement apporter cet œil neuf pour développer des programmes de services en continuité de l'offre supply chain. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, donc expérience internationale à nouveau. Et puis à un moment, on aime bien poser ses valises. Et je les ai posées en 2009 et j'ai rejoint l'activité éclairage. Alors vous allez me dire, entre le médical, l'éclairage, comment on passe, d'un secteur à un autre de manière fluide. C'est simplement parce que tout ce parcours-là fait qu'on développe des aptitudes transposables. Et je pense que c'est aussi ce que, en tant que femme, on arrive peut-être plus naturellement à mettre en œuvre. En tout cas, ces aptitudes-là, elles sont assez spontanées.
Et c'est ce qui fait effectivement que on y va, après tout, on n'a rien à perdre, on n'a rien à craindre, on a réussi à le faire avant. Donc voilà, j'ai pris la responsabilité de directrice supply chain pour la France pour l'activité éclairage. Je ne connaissais rien à l'éclairage. Bon, ce n'était pas gênant en soi. L'important, c'était simplement, je dirais, d'être à l'écoute et d'avoir toujours en ligne de mire la satisfaction client. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Mais effectivement, la supply chain, c'est une chaîne de valeur. Mais au final, c'est une chaîne de valeur qui s'articule pour satisfaire un client. Et donc, tout ce que j'ai pu apprendre à travers cette expérience internationale, ou voire même en implémentant des outils ERP, ou tout simplement moi-même en gérant des commandes, j'ai pu justement l'utiliser pour, je dirais, réussir dans cette fonction qui couvre, je dirais, à la fois les métiers du demand planning, les métiers de l'administration des ventes, là où effectivement on retrouve beaucoup de femmes. Mais je dirais, ce que j'ai vécu, c'est plutôt la tendance inverse, c'est qu'on commençait à attirer des hommes. Voilà, sur ces métiers-là. Donc ça, c'était aussi un phénomène intéressant à remarquer. Et effectivement, une rencontre avec les clients, une écoute client qui, du fait même de cette fonction supply chain, nous amène à interagir avec toutes les fonctions clés de l'entreprise de façon à délivrer le meilleur pour le client. Et c'est vraiment une force. Et c'est ce qui fait que, en tant que femme, sur des fonctions supply chain, on devient quelque part le maillon fort de la boîte et on devient un élément extrêmement stratégique. Et c'est en cela qu'en 2013, en fait, une opportunité interne de directrice de centre de distribution m'a été proposée. Alors je me suis dit, centre de distribution, entrepôt, je ne suis pas née dedans, je ne connais pas grand-chose au taux de remplissage des camions, aux palettes, je vais me faire recevoir. Et en fait, on est venu me chercher et j'ai accepté aussi le poste parce que dans l'évolution des métiers, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure et qui est, je pense, extrêmement important, ce que l'on attend désormais, c'est effectivement des personnes qui sont capables, je dirais, d'interagir avec des profils extrêmement différents, des personnes adaptables ou qui sachent plutôt s'adapter, et non pas adaptables, mais qui savent effectivement s'adapter à des environnements différents, qui ont une relation au pouvoir qui est, je pense, très différente de celle des hommes, et dans la relation notamment avec des populations extrêmement différentes, parce que je peux vous assurer que ma première journée en plénière avec 150 personnes dans une salle, et je peux vous dire c'était à 99% que des hommes, quand ils ont vu une petite bonne femme arriver, ils se sont dit on va se la faire. Alors c'est un peu comme ça, mais voilà, capacité d'écoute, vous avez du leadership, les gens le sentent et il y a la confiance qui s'instaure. Et là, c'est toutes les aptitudes managériales qui se mettent en action. C'est la capacité à motiver les gens, à tirer les personnes vers le haut et à leur donner cette capacité à s'exprimer. Et c'est en cela que je pense que la force des femmes, à l'ère de l'entreprise libérée, où on parle beaucoup de manager coach, mais je pense que justement, c'est là où on fait la différence. On n'est plus sur ces schémas hiérarchiques de manager autoritaire top-down. Ça peut marcher à certains niveaux de maturité des entreprises, mais là, pour ma part, de par mon expérience, c'est plutôt le manager coach, le manager qui est à l'écoute, qui sait interagir, mais qui sait également quels sont les objectifs prioritaires, qui est droit dans ses bottes, et c'est ça qui fait effectivement que vous avez la légitimité. Ma dernière expérience, après cette expérience, en tout cas qui m'a marquée de directrice d'entrepôt, eh bien, elle est toute récente, elle date que de quelques mois. Je suis en fait directrice des opérations services au sein de l'activité médicale, parce que le médical est revenu me chercher en me disant mais attends, tu connais la supply chain end-to-end, j'ai commencé par saisir des commandes jusqu'à livrer des clients en gérant un centre de distribution européen. Et aujourd'hui, à nouveau, toujours en ayant en tête la satisfaction client, c'est accompagner le client tout au long aussi de la vie du produit et voire même au-delà. Donc je suis en charge à la fois des équipes opérations et services au sein de l'activité médicale. Et puis connaissant bien toute la partie amont, ça permet effectivement de bien mettre le curseur pour toujours satisfaire le client et puis atteindre nos objectifs parce que c'est pour ça qu'on paye aussi. Voilà. Merci. Frédéric ? Il nous en manque un, il nous manque celui de Madame Cloarec comme parcours. Quel a été votre parcours chez FM Logistique, Madame Cloarec ? Moi j'ai rejoint FM Logistique il y a moins de 2 ans. Donc, alors, votre parcours de femme d'entreprise. Je suis nouvelle dans ce monde de la logistique et de la supply chain. Et je n'ai pas fait un parcours opérationnel, puisque je suis tombée dans le bain des ressources humaines
quand j'étais très jeune. Voilà, donc mon métier, c'est le métier de DRH. Et je l'ai exercé d'abord comme consultante, ensuite dans l'industrie cosmétique chez Yves Rocher, maintenant Groupe Rocher. Et puis après, je suis passée dans la distribution au sein du groupe Carrefour, dont j'ai été DRH à une époque, d'ailleurs, à la fois très jeune, et j'ai été nommée, j'étais enceinte de mon deuxième enfant de 8 mois et demi. Donc voilà, il n'y a pas que dans la logistique qu'on sait faire des efforts pour donner une chance aussi à un certain nombre de profils comme ça atypiques. Et puis ensuite, je suis passée chez Monoprix et maintenant chez FM Logistique. Donc, parce qu'on est dans ce que j'appellerais un people business, où les ressources humaines et les talents des gens et la façon de mobiliser les équipes est absolument clé dans la performance. On est dans du multisite et on est dans un métier qui est absolument traversé en fait par un tas d'innovations, un tas de révolutions qui font qu'aujourd'hui, ces groupes, comme les grands groupes industriels ou d'autres secteurs, sont en besoin de profils beaucoup plus qualifiés, de profils internationaux, d'un changement de leur mode de management pour aller vers beaucoup plus de management collaboratif, notamment de capacité à innover, à se remettre en cause. Et donc, en RH, il y a énormément de choses à faire. Voilà. Être enceinte, c'est un profil atypique. C'est ce que vous avez dit. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en tout cas, j'ai quand même un certain nombre d'années derrière moi. Donc, on va dire que c'était à une époque où c'était mal vu. C'était pas évident, quoi. Voilà. Hein. Et je pense que, si je peux juste faire un aparté sur cette question de finalement comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a pas tant de femmes dirigeantes encore aujourd'hui dans les entreprises, que ce soit dans le secteur supply chain ou autre. Je pense qu'il y a un premier phénomène qui est ce que le cadre de travail de l'entreprise permet aux gens de vivre à peu près de manière équilibrée leurs enjeux personnels et leurs enjeux professionnels. Et en particulier, quand on est dans des métiers ou des secteurs où la présence, le présentéisme est une forme de critère de performance, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour fluidifier ce rapport et cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Et je pense que là, on a beaucoup d'exemples à donner. Et puis, le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait moins d'autocensure. Voilà. Et aujourd'hui, chez FM Logistique, moi, je travaille beaucoup sur les jeunes d'une manière générale, mais en particulier les jeunes femmes, pour qu'elles s'autocensurent beaucoup moins dans leurs aspirations professionnelles, pour arriver à les convaincre qu'on peut être manager, qu'on peut avoir des responsabilités, de grosses responsabilités, et qu'on peut en même temps avoir une vie personnelle équilibrée, avoir des enfants, etc. Mais pour pouvoir le faire, il faut travailler sur les mesures, on va dire, managériales qui vont accompagner les femmes, mais le faire aussi sur les hommes. Et ce qui est absolument génial, je crois, c'est que dans ces générations Y qui arrivent, le désir d'équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et le fait d'avoir une vie finalement très riche et des temps qui se mixent entre le privé et le professionnel, ça c'est en train d'arriver. Et garçons comme filles, ils ont tous la même préoccupation de comment je fais pour avoir un job absolument passionnant et pouvoir en même temps avoir un loisir qui soit prenant et qui me laisse du temps pour avoir des amis. Voilà. Et comment l'entreprise me donne cette liberté et cette flexibilité. En ne faisant plus de réunions à 18h30, par exemple. En faisant parfois du 9h30, 18h30, mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'ils vont faire leur mail parfois jusqu'à minuit, qu'ils vont effectivement peut-être s'absenter ou aller regarder Facebook ou des sites qui les intéressent sur des horaires que vous considérez comme normalement devant être dédiés au boulot. Mais si le job que vous leur donnez les passionne, ils vont en faire un boule week-end. Enfin voilà, vous allez regarder aujourd'hui chez Google sur leur campus dans la Silicon Valley, c'est juste incroyable. Ils ont des terrains de beach volley, les gens peuvent apporter leur animal au travail, et vous les voyez en pause avec des terrasses et des parasols. Et le premier réflexe que vous avez quand vous y allez, c'est « Mon Dieu, mais comment est-ce qu'on contrôle leurs horaires de pause ?» C'est-à-dire qu'on est encore dans un espèce de schéma comme ça, mais ce n'est pas le sujet. Parce que pour eux, ils mixent en fait en permanence tous ces temps. Alors on peut le regretter en se disant, avec ces petits joujoux-là, on est hyper connectés, on déconnecte jamais, mais
Donc il faut aussi éduquer, entre guillemets, tout le monde pour arriver à gérer l'équilibre et arriver à déconnecter quand on doit déconnecter. Mais je trouve que plus une entreprise aujourd'hui donne cette liberté-là pour avoir une vie la plus riche possible et pas seulement que professionnelle, plus on a une chance d'attirer des profils intéressants et d'avoir finalement une mixité au bout, quoi. Voilà. Pas forcément avoir des initiatives femmes leaders, etc. Il faut des femmes leaders qui montrent l'exemple et qui montrent que c'est possible. Mais en fait, il faut des politiques managériales et RH qui permettent en fait de s'adapter complètement aux attentes de ces nouvelles générations. Nathalie Feniou, vous vouliez intervenir? Oui, c'était sur le point autocensure que je relève, puisque hier je discutais justement avec une RH chez Areva. Elle disait, c'est assez drôle parce que quand une femme regarde un CV, elle regarde toujours les 20% qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne maîtrise pas. Et le même CV, pour un homme qui postule, il va dire, bah moi les 80%, je sais très bien les faire. Et il met en valeur ces 80%-là, alors que la femme, elle va mettre en valeur les 20% qu'elle ne maîtrise pas. L'homme apporte la concurrence. Voilà. Non, mais et de fait, effectivement, les deux ne se laissent pas la même chance. Donc l'employeur, il va inéluctablement vers la personne qui est la plus sûre de lui, enfin qui semble le plus maîtriser son sujet. Pourquoi prendre un risque après tout? C'est que les femmes ont encore des inhibitions pour saisir finalement les opportunités. Et on est vraiment dans de l'autocensure, dans des barrières. Voilà, le plafond de verre, c'est quelque part, c'est nous-mêmes qui nous le mettons. Madame Bokouna. Mais je pense qu'il y a aussi la dimension plafond de verre franco-français. Parce que quand on passe par l'international, on se rend compte que finalement, c'est tout à fait accessible. Et je crois qu'on a aussi culturellement à évoluer en France sur ces aspects-là. Et donc, nous, je pense qu'on a cette responsabilité-là et d'oser et d'y aller. Et surtout pas, je dirais, de répondre un peu à ce réflexe pavlovien de c'est pas pour moi. Donc voilà. Madame Bokouna, vous avez fait une grande partie de votre carrière en Europe du Sud. Alors, j'ai fait une partie de ma carrière en Europe du Sud et puis j'ai passé 4 ans en Hollande et j'ai beaucoup voyagé par la suite. Parce que ce que vous dites, c'est que l'Europe du Sud, il y a peut-être encore plus de ressemblances avec ce qu'on vit nous aujourd'hui, non? Alors, je vais vous raconter une anecdote qui sera extrêmement révélatrice. J'arrive à un comité de direction en Italie. Je fais donc une introduction sur, je ne sais plus exactement quelle était la présentation. Le directeur de l'entité italienne prend la parole, il me présente le directeur commercial, marketing, directeur financier, et il me parlait donc de la directrice logistique, et pour ceux qui parlent anglais, il me dit « elle n'est pas là, again pregnant ». Voilà. À nouveau enceinte. Dire, à nouveau enceinte. Bon, voilà, je l'ai bien sûr remis en place assez rapidement, mais juste pour vous dire que voilà, c'était quand même, il y a quelques années, mais c'était quand même encore là. Ça existe encore. Je dis que voilà, on a encore du boulot à faire, mais quand vous allez aux États-Unis, pays nordiques, finalement, vous raccrochez à ce type de modèle, et puis ça donne envie. Et je pense que le plus grand frein, c'est nous-mêmes qui nous le mettons. Monsieur Perdereau, vous confirmez, Monsieur Damiens aussi, peut-être, sont des profils vraiment atypiques ou des profils de plus en plus classiques en France? Pardon, juste resituez-moi de quel profil vous voulez parler. De mesdames. Oui, des profils qui vont bientôt devenir classiques. Aujourd'hui, oui, ça reste, on le disait tout à l'heure, sur les fonctions de direction, la part est beaucoup trop réduite, ce qui est effectivement moins vrai dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis en particulier. Maintenant, si on réinscrit les choses en perspective, on va dans le bon sens. On le disait tout à l'heure, il y a des signaux, il y a des chiffres qui sont intéressants, qui sont encourageants. Je pense notamment à la part des femmes aujourd'hui, des jeunes filles, notamment dans les masters supply chain. Je n'en revenais pas moi-même, on a plus de jeunes filles aujourd'hui à Dauphine, à Sorbonne, que d'hommes, de l'ordre de 55% à peu près. L'ISLI, on est quasiment au même niveau. Et les autres facteurs encourageants également que je vois, vous parliez de génération Y, je pense que c'est vraiment un point essentiel, à savoir qu'on a aujourd'hui des jeunes femmes qui disent effectivement moi j'y vais, je ne me bloque pas, d'une part. L'autre point important, et là je dirais c'est peut-être plus une réponse sociétale, ou enfin en tout cas qui va concerner les groupes comme
comme le vôtre notamment, c'est tout le travail, je dirais, de mentoring et de coaching. Concrètement, si on prend les deux freins principaux aujourd'hui à l'évolution professionnelle des femmes, il y a cette question d'autocensure, il y a la question du temps. Aujourd'hui, une femme qui a 2 enfants passe 2 fois plus de temps chez elle, à sa vie donc, familiale, que son mari. Et en fait, l'impact direct, il est sur la constitution du réseau professionnel. C'est autant de temps qu'elle ne va pas passer à se constituer un réseau, d'où les freins qu'elle va se constituer, qu'elle va se mettre. Donc d'où l'importance des programmes type Woman at quelque chose, enfin tous les programmes de mentoring qui sont développés, qui doivent être, j'imagine aussi, chez FM pour aider les femmes justement à se constituer ce réseau. Là, Jean-Damien, je vous ai vu réagir sur les réseaux notamment. Non, mais je pense que Sébastien a tout dit, mais il y a une façon de constituer les réseaux qui est aussi une des clés de réussite qu'on a retrouvées au travers de ces témoignages, c'est des formations diverses, voire des formations à l'international, une formation d'ingénieur, la capacité, et aujourd'hui, j'ai envie de dire, là ça va être le patron de l'EST qui parle, la capacité dans des cursus de formation, de surcroît avec l'alternance aujourd'hui, à suivre des choses qui se complètent. Et chacun fait son parcours, chacun le construit à sa manière. De l'international, plus du transport, plus de l'ingénieur, plus de la logistique. La diversité des formations est une richesse. Hein. Ça n'a pas été évoqué comme ça par Alain Vidali en début de semaine, mais moi je trouve que justement il y a la possibilité d'avoir des passerelles et pour cette agilité, ce qui est un peu ce qui a été évoqué par les unes et par les autres, l'engagement bien sûr c'est l'engagement personnel, mais le fait d'avoir des cursus et internationaux en formation et avec des compétences diverses, ça va créer de la richesse et de la possibilité au-delà de l'engagement, d'adaptabilité et puis bon, pas d'inhibition, hein, allons-y. Mais vous le démontrez, hein. La VAE également, oui. Comme on est aussi sur un métier qui est très récent, il y a aussi beaucoup de gens qui l'exercent quand même depuis de nombreuses années, qui ont la chance de pouvoir évoluer et être diplômés dans le cadre de VAE. Enfin, en tout cas, dans le monde de l'hôpital, où c'est une filière très, très utilisée. Merci, effectivement, le sujet ne me venait pas à l'esprit, pourtant nous on fait de la VAE de manière assez classique. On a cette opportunité en France, parce que c'est un dispositif spécifiquement français, pour travailler au sein de l'ASLOG avec des collègues européens. Ils sont assez admiratifs de ce dispositif qui permet de reconnaître les compétences acquises de par l'expérience et d'obtenir des titres professionnels. Et ça permet justement, alors là ça contribue à la désinhibition de tous, parce qu'on reconnaît la capacité des gens à faire, ce qu'ils ont peut-être démontré, mais en même temps, en France, le titre importe encore un peu. Hein, c'est un euphémisme. Et donc c'est une bonne façon de faire. Il y a beaucoup de femmes très diplômées. Hein, mais la VAE aussi est un complément tout à fait efficace. J'en parlais de transversalité, enfin, parler de l'attractivité des métiers de la supply chain, de par la pluridisciplinarité, la transversalité, etc. Juste 2-3 choses qu'on observe, nous, par rapport à cette attractivité qu'elle exerce. Nous, on le voit comme un moyen de valoriser un parcours venant d'autres fonctions, d'autres métiers. On le voit également comme une possibilité de glisser vers d'autres fonctions, d'autres secteurs. Un point qui n'est pas anodin, les salaires. Aujourd'hui, on est sur une fonction qui n'a rien à envier à beaucoup d'autres. On le voit par rapport au salaire d'entrée des jeunes diplômés. On le voit surtout à notre niveau par rapport aux gaps salariaux, aux écarts de salaire qui sont pratiqués donc lors de changements de poste sur certains métiers qu'on a évoqués tout à l'heure, comme le SNOP, la gestion de projet. On peut aller jusqu'à 20-25% d'augmentation de salaire, sur les achats en particulier. Et puis la dernière chose qui est peut-être la plus révélatrice, si je prends un peu de recul, enfin si je vois l'ensemble des femmes que j'ai pu rencontrer en tant que candidate, j'ai toujours ou presque rencontré des femmes, des jeunes filles passionnées. Donc c'est qu'il doit y avoir de bonnes raisons, et je pense que c'est la meilleure preuve que ce métier est effectivement attractif, qu'il est riche et qu'il est complètement adapté pour les femmes. Quand les hommes ont parlé, Dirty Dancing a retenti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Quand une femme dirige, est-ce que l'écart entre hommes et femmes, l'écart salarial, réduit comme par enchantement dans les entreprises ?
Je ne peux parler que de l'exemple de FM où on regarde de manière systématique tous les ans à poste comparable s'il y a écart de salaire entre hommes et femmes et où on fait un travail de très grande vigilance pour réussir à compenser notamment les retards qui peuvent être pris au moment des congés maternité ou au moment des congés parentaux. Donc en l'occurrence, chez FM aujourd'hui, il n'y a pas d'écart. Voilà. Je vous fais confiance. Hein. J'irai pas Tu veux pas vérifier. savoir chez les autres si c'est pareil? Bah, je sais pas, prenez la parole comme Madame vous voulez. Pomard, chez Vous savez Boulanger. peut-être pas. d'ailleurs. Alors, C'est que nous, on est soumis aux grilles de la fonction publique. Vous, donc c'est la là, vous ne fonction savez publique. pas. D'accord. Non, mais des écarts, il y en a. Hein. Ça, c'est certain. Toujours. Mais oui, il y en a toujours. Il y en a toujours, et du fait même que l'on continue à parler de, de contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart. Même et qu'on quand pose on- la question. Mais voilà. oui, déjà, la C'est ça. question en elle-même, elle nous donne des éléments de réponse. Et quand on entend tous ces programmes sur la diversité, bon, moi, ça me fait sourire. Parce que alors, moi, je suis en plein dedans. Je suis un exemple de la diversité. Alors, ça me fait doucettement sourire. C'est une femme, etc., etc. Mais il y a encore tout ça. Il y a encore tout ça dans les entreprises. Donc, on a encore un chemin important à accomplir. Maintenant, à nouveau, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Voilà, et puis, je veux dire, pas de complexe, hein, faut y aller, tout simplement. Mais on va vous suivre et vous allez avoir plein de questions maintenant. Ouais, je suis sûr. je pense que ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que peut-être qu'on vient encore trop rarement par choix dans la supply chain, mais là on voit qu'à travers vos parcours, on peut y arriver en tous les cas de plein de façons différentes, et qu'une fois qu'on y est bien, et que c'est un métier où les femmes, elles ont vraiment leur place. Et voilà. Et donc je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir dans la salle s'il y a certaines personnes qui peuvent profiter de la présence de vous tous, parce que les messieurs aussi sont concernés. Attention, parce que même dans l'édition, les correctrices qui sont quasiment toutes des correctrices, ne veulent plus de ça. Ils veulent On dit plus de quoi ceux et celles, on dit celles et ceux. On ne met plus le masculin. Alors non, non. toutes et tous. Ça te va Sinon, c'était Toutes pas et ça. tous. Il Voilà. faut faire Ok. vachement. Non, non, mais rigolez pas. Hein. Toutes et tous. Alors, qui veut poser une question à toutes et tous? On salue, par contre, vous devez partir, Madame Cloarec. Alors, c'est peut-être si Madame Cloarec, vite fait, une question, s'il y a Non, quelqu'un... je pense que Madame Cloarec n'a plus le temps du Elle n'a tout. plus du temps du tout. Alors, bon, ben, on vous laisse Non, partir. c'est alors. mon organisation personnelle qui est en jeu, oui. Ah oui, alors. Pour les fêtes de Pâques. vous laisse y aller. Merci beaucoup, madame, Et en je tous les l'affirme cas. sans complexe. Simplement, donc, s'il y a des questions pour... Ça, c'est pas de l'autocensure, c'est très bien. Vous assumez S'il les y a autres des tâches. questions pour FM Logistique, je vous invite juste à passer sur le stand qui est juste à l'entrée l'entrée. du SITEL. On a un magnifique stand. Et nous avons des équipes ressources humaines qui sont là pour vous accueillir, répondre à vos questions et éventuellement recueillir votre candidature. Voilà. Voilà, il vous reste 1h30. Merci beaucoup. FM recrute. Merci. Mesdames, Messieurs, les questions. Comme à chaque fois, la première question est toujours difficile, mais dès que la première est posée, ensuite, on ne vous arrête plus. Oui, monsieur, bonjour, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Oscar Alvarez, étudiant à l'école des mines de Nantes, stagiaire fin d'études chez Airbus. Dans les entreprises et aux écoles, quel type de mesures vous pensez prendre pour mettre en cause cette égalité entre hommes et femmes? Est-ce que vous faites des workshops ou est-ce que ça s'envisage comme activité? Qui veut répondre à cette question? Ne me regardez pas comme ça. Madame Béruard. Moi, je dirais bien que nous, on recrute déjà des compétences. Après, homme, femme, c'est le candidat qui est le plus à même de répondre, aussi bien en termes de critères techniques que relationnels. Après, selon le besoin, peut-être que dans ce cas-là, des candidatures féminines répondront peut-être mieux sur le relationnel ou pas. C'est des compétences après. Alors, ayant eu comme dirigeante une femme, Anne Lauvergeon, à la tête d'Areva, elle a vraiment donné cette impulsion pour la parité en créant des dispositifs tout simplement de contrôle avec des quotas, hein, avec aussi un pourcentage des augmentations qui étaient dédiées justement à la parité pour des salaires. Okay, pour effectivement diminuer les écarts de salaire. Donc ça veut dire que les écarts existent. Ils n'ont pas été encore non plus complètement éliminés. Mais voilà, donc il y a des dispositifs qui passent de toute façon par
des mesures obligatoires. Mais sinon, après, oui, effectivement, au sein des entreprises, on a des workshops femmes. Bon, est-ce que c'est vraiment le moyen, le meilleur pour s'exprimer au sein d'une entreprise en restant dans un huis clos de femmes? J'en suis pas convaincue. Je pense qu'il faut plutôt justement travailler avec les hommes et montrer justement qu'on a des capacités tout à fait égales, quel que soit notre sexe. Voilà. Madame Pomar, vous avez la même conviction? Alors, en fait, chez Boulanger, j'avoue que quand on parle du sujet homme-femme, on a la chance chez Boulanger, finalement, d'abord, c'est un sujet qui est vraiment porté par le directeur général. Et c'est vrai que moi, dans mon équipe supply, en fait, quand on me pose la question, et puis tout à l'heure, je réfléchis, et en fait, je crois que j'ai 50-50. J'ai beaucoup de femmes autour de moi. En projet, je travaille avec des femmes. En appro, on parlait de gestion de flux, etc., planification. Moi, je crois que j'ai 50% d'hommes et de femmes. J'ai beaucoup de jeunes, donc voilà, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai énormément de jeunes autour de moi et en fait, le discours que j'aime leur donner, c'est inventer. Vous êtes consommateur, de quoi vous avez envie? Finalement, on rebondit encore sur tous les sujets qu'on a abordés depuis le début, mais tous ces jeunes, d'abord, c'est une vraie richesse. Moi, j'adore travailler avec les jeunes parce qu'ils ont une patate d'enfer et ils nous donnent envie. Et voilà, et dans l'équipe supply de Boulanger, et finalement dans tout Boulanger, on est vraiment beaucoup de femmes parce que c'est vraiment un sujet qui est porté par la direction. Et puis dernière chose aussi, quand on parlait tout à l'heure de mode de travail ou d'organisation, il faut savoir qu'on parlait de Google tout à l'heure, mais nous on a la chance chez Boulanger d'avoir un nouveau siège depuis quelques mois à la mode Google. Donc on travaille vraiment à la mode Google, complètement transversale, on n'a plus de cloison, quel que soit notre poste. On est tous ensemble sur les mêmes plateaux. Alors ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais en tout cas ça facilite énormément les échanges. On a des forums d'échanges, on travaille vraiment dans ce mode-là. Donc on est en transverse sur tous les métiers. Et encore une fois, je pense que finalement on est 50-50. Monsieur, en fait, c'est dans le Nord, vous êtes en avance. C'est ça. Bah évidemment. Dans les Hauts-de-France, pardon, dans les Hauts-de-France. Non, moi je suis ch'ti, moi aussi, boulanger, je sais. Non, on n'est pas Hauts-de-France, on est ch'ti. On est ch'ti. Bon, ok. Est-ce qu'une question d'un ch'ti ou d'un ch'ti? Une autre question? Monsieur. Monsieur Rognon. Oui, Jean-Luc Rognon, Supply Chain Magazine. Moi, j'avais une question dans les entrepôts. Quand on discute quelquefois avec des directeurs ou des directrices ou des directeurs, on va dire, d'entrepôts, et quand c'est de la préparation fine, ils nous disent souvent, ah bah oui, nous, c'est plus des femmes, etc. Est-ce que, bon, sans tomber dans la caricature, parce que souvent, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus généraliser, etc., mais ils disent, oui, elles sont plus précises, rigoureuses, etc. Là, Madame Boukouna, vous avez dit, dans les fonctions de management, elles sont plus ouvertes, etc. Est-ce que, et plus un rapport différent au pouvoir. Est-ce que dans vos équipes supply chain, quelquefois vous définissez un profil en se disant mais là il va me falloir une femme parce que un certain nombre de ou bien parce que finalement là c'est vraiment de la dentelle. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu caricatural et est-ce que vous le faites effectivement quand même parce que c'est une réalité? Ah mais je vous confirme que c'est une que réalité. Vous l'assumez? Ah mais je l'assume dans un sens comme dans l'autre. Je vous confirme que c'est vrai. Je vous confirme d'autant plus qu'on s'oriente de plus en plus vers le sur-mesure. J'ai beaucoup parlé d'écoute client, d'adaptation aux attentes des clients et on est vraiment sur moi ce que j'appelle le petit neurose. Et le petit neurose, sans faire de caricature, mais c'est une réalité. Et effectivement, on s'est même fixé un plan de recrutement de femmes. Mais véritablement, parce que sur les populations opérationnelles entrepôts, on avait 98% d'hommes. Et là, c'est pour quel poste? Et là, c'était vraiment sur des postes très opérationnels, à la réception, l'expédition, la préparation de commandes. Donc oui, je vous confirme que c'est une réalité, sans rentrer dans une quelconque caricature, tout simplement parce qu'effectivement, il y a un constat que les femmes sont en tout cas plus vigilantes sur ces aspects-là. Madame Berruard.
Il y a aussi une évolution des jeunes femmes maintenant qui rentrent sur ces métiers très opérationnels, ce qui n'était pas le cas d'il y a encore quelques années. Donc les écoles font aussi vraiment de la publicité pour ces métiers-là, essayent d'attirer les candidatures féminines, développent pour cela, nous on est aussi en partenariat avec des lycées sur des niveaux bac professionnels pour aussi au niveau agent faire venir du personnel féminin. Il y a également la 3e journée de la logistique organisée par la SLOG qui permet de faire connaître ces métiers-là, n'est-ce pas? Voilà. Qui aura lieu le 21 avril cette année. C'est ça? D'accord. Madame Pomar. Je vais prendre la casquette ASLOG pour rebondir sur le propos, juste 2 secondes. Sur le site ASLOG, vous avez le panorama des acteurs. Donc, ce n'est pas les métiers, hein, mais c'est tous les acteurs, l'écosystème logistique et une première approche des différentes fonctions. Ce qui existe, c'est un outil dont on se sert pour les journées de la logistique. Hein. Et donc, c'est un outil didactique, vous pouvez aller le piquer, c'est un PowerPoint, ça se pirate, vous en faites ce que vous voulez. C'est fait pour tout le monde, pour présenter les acteurs, les métiers, les activités. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça complète l'étude fonction-rémunération. Et c'est... Il n'y a pas de notion de parité pratique. Derrière, c'est ouvert à tous et à toutes et à tous. Ah non, alors, à toutes et à tous. On va se mettre à toutes et à tous. Le ch'ti à dos là, attention. Madame Pomar. Madame Pomar, non, mais je voulais rebondir justement sur les entrepôts, les femmes. Alors nous, dans les entrepôts, on a plusieurs métiers. Hein. On a le cariste du gros électroménager et la préparatrice qui va faire du sur-mesure. Alors oui, on a de la préparatrice qui fait du sur-mesure, mais on a aussi du préparateur qui fait du sur-mesure, et puis on a aussi la femme qui est cariste. Qui soulève les machines à laver. Derrière un engin avec des machines à laver. Donc voilà, on a finalement hommes et femmes dans l'entrepôt sur tous les métiers. C'est ça les ch'tis. L'égalité, elle est ch'ti. Et peut-être aussi, il y a aussi des gros progrès en termes de manutention, ce qui a permis d'ouvrir au personnel féminin tous ces métiers-là qui jusqu'à présent étaient très très physiques. Et c'est dans le cadre du bien-être de l'ensemble des agents, aussi bien masculins que féminins. Une autre question? Une petite 3e, j'aime bien 3 questions, j'aime pas les nombres pairs. Ça m'ennuie les nombres pairs. Un nombre impair, c'est bien. Alors, ça va tomber sur... Oui, quand qui? même. Bonjour. Bonjour. Alors, Jennifer Dupont-Fauville, consultante chez Decision Value. J'avais juste une question. Donc, vous nous avez tout exposé votre parcours. Donc, en tant que femme, en tant que jeune, aujourd'hui, on ne ressent plus vraiment de frein quand on est une femme. On se dit, si je veux, je peux. Mais est-ce que vous, dans vos parcours, vous avez ressenti certains freins parce que vous étiez une femme, justement, où vous êtes vraiment dans cette logique de j'ai voulu et j'ai pu et on ne m'a pas arrêté parce que j'étais une femme? Madame Pomar, Alice, vous avez le micro. Et plafond de verre. Alors, j'ai voulu. Vraiment, j'ai voulu, c'est clair. Mais quand on est passionné, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Je pense que déjà, c'est la première chose. Donc, voilà, il faut avoir envie. Après, des freins réels, j'ai pas l'impression d'en avoir. Je crois que j'en ai eu qu'un. C'est la première fois que j'ai rencontré un homme dans le métier du transport et je me suis dit, là, tu passes ou tu casses. Si tu passes, tu ouvriras toutes les portes. Si tu casses, t'es foutu, tu changes de métier. Et c'était vraiment ça. En fait, je me suis retrouvée dans un entretien hyper technique avec un homme qui m'a juste testé. Voilà, c'est passé, j'ai peut-être eu de la chance, mais après, j'ai vraiment eu envie. Et ensuite, toutes les portes, par contre, sont ouvertes oui, une fois qu'on a passé le test. Voilà. Voilà, c'est ça. Madame Feniou. Oui, alors effectivement, je pense que c'est un métier dans lequel il faut avoir des connaissances techniques pour percer. Et la reconnaissance, elle passe par cette connaissance technique. Si vous ne l'avez pas, ça va être très difficile de percer. C'est votre crédibilité. Et encore plus quand on est une femme, parce que c'est quelque chose auquel on s'accroche. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de formations diplômantes. Donc c'est un arc, une flèche en plus que vous avez dans votre carcan pour justement pouvoir alimenter cet aspect-là. Et les freins, non. Les freins, franchement, si vous êtes décidé pour avoir un poste, vous vous donnez les moyens, vous donnez les moyens techniques, de connaissances, d'apprentissage, et puis aussi de travail, de somme de travail, parce que c'est aussi ça quand même, c'est un investissement personnel, ce sont des métiers, on l'a dit, passion, mais chronophage. On y passe beaucoup de temps quand on travaille dans ces métiers-là. Donc il ne faut pas être avare. Et après, il faut trouver l'équilibre, on en a parlé tout à l'heure, entre vie personnelle, vie professionnelle. Avoir un rendez-vous à 19h le soir, une réunion, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas non plus que ce soit tous les soirs. Après, il y a des agendas.
Voilà, c'est à vous de vous organiser, à vous aussi de faire passer vos messages. Hein. On n'est pas obligé de tout accepter non plus. Je pense qu'on peut très bien avoir travaillé normalement avec des amplitudes horaires qui sont normales aussi. Donc c'est à vous de vous faire aussi écouter et à faire votre place. Moi, ce qui est plus difficile en fait en tant qu'industriel, hein, dans un monde, dans un milieu vraiment d'ingénieurs, c'est plutôt la place de la logistique. Et en permanence, c'est plutôt de dire où on existe et on est stratégique. C'est-à-dire que vous avez beau, tous les ingénieurs de cette société, vous avez beau travailler en amont sur le développement d'un produit, sur sa production. Une fois qu'il est produit, si la logistique n'est pas là pour le livrer, rien ne se passera. Et au final, tout aura échoué. Donc c'est plus en termes de place du métier de la logistique dans un monde industriel fortement engineering. C'est plus là où moi j'ai ressenti, et je ressens toujours des difficultés. Et c'est récurrent, hein, c'est jamais acquis. Donc c'est en permanence de prendre son bâton de pèlerin et de faire entendre sa voix. Et aujourd'hui, ma voix, j'ai tellement bien réussi à la faire entendre au sein d'Areva qu'aujourd'hui, on design certains équipements en fonction de leur transport. Voilà. Donc, vous voyez, on est en train de changer la tendance. C'est pas vous avez ça à transporter, débrouillez-vous, allez-y. De toute façon, la logistique va s'en débrouiller. Non. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur des composants à très forte valeur ajoutée, des dimensionnements d'équipements avec des designs parfois très, très compliqués. Donc, on a notre mot à dire. Et l'ingénierie transport existe réellement dans le monde industriel dans lequel je suis. Madame Boukouna. Moi, je voudrais partager une anecdote parce qu'elle est assez révélatrice, j'allais dire, de la révolution culturelle que nous, les femmes, nous devons mener, même si ça semble être féministe ce que je vous dis. Mais moi, j'ai rencontré un frein majeur qui venait d'une femme. Voilà. Directrice internationale supply chain, quelqu'un qui a, je dirais, cumulé des postes, je dirais, à des très hautes fonctions supply chain dans de très grands groupes. Et en fait, la première réaction, c'était de dire, mais une femme ne peut pas être directrice d'un entrepôt si elle n'a pas grandi dans un entrepôt. Donc, c'est-à-dire qu'elle est venue avec une image extrêmement caricaturale du profil d'un directeur de site. Un directeur de site doit forcément avoir... Si tu n'as pas connu, si t'as pas connu la manutention, si tu sais pas, si tu n'as pas commencé par la préparation, la réception, l'expédition, si tu n'es pas une experte du transport, et donc là, j'ai eu le droit, effectivement, question pour un champion, combien on met de palettes dans un SMI, la taille des racks, la hauteur des... la dimension des allées, le design architectural d'un entrepôt. Enfin, j'ai eu le droit à ce genre de... je dirais, de questions pièges, tout simplement parce que l'association était faite entre un directeur de site et forcément un expert, et forcément un logisticien d'entrepôt, et une femme qui a un parcours un peu, qui sort de l'ordinaire. Dans ce monde-là, c'était pas évident. Donc voilà, juste pour dire que entre femmes, nous-mêmes, on entretient un certain nombre d'archétypes et il faut être hyper iconoclaste. Et je pense que les premières personnes que l'on a à convaincre, c'est entre nous. Merci. Par rapport à mon expérience au niveau d'ingénieur production, on était 5% de femmes, donc il a quand même fallu pouvoir s'imposer. Au niveau des stages, je me suis retrouvée en Argentine sur une entité automobile, donc j'étais dans les premières femmes à être vraiment sur les unités de production. Des femmes, on envoyait dans la partie communication, commerce et autres, mais pas du tout en production. Et là, il faut avoir un bon bagage technique et pouvoir s'affirmer en termes de compétences. Et le fait que vous soyez ingénieur, ça vous a aidé du coup? Oui. Oui, la formation aide beaucoup. Et puis après, c'est savoir se lancer, ne pas hésiter, parce que tout ce qui a été évoqué lors de cette table ronde, prendre les opportunités et ne pas se mettre de frein. Merci. J'arrive. Mademoiselle, madame. Bonjour, donc Julie Coma, moi je travaille pour la société GEFCO, alors par contre au service communication. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être aussi une force dans des métiers très masculins d'être une femme? J'entends par là, à la com, on rêverait d'avoir des hommes. Résultat, vous recevez 100 CV, il n'y en a que 2 d'hommes, vous les lisez. Les 98 de femmes, vous allez les bâcler beaucoup plus vite. Parce qu'on recherche, est-ce que finalement avec l'évolution, on ne fait pas de la discrimination quasiment à l'inverse?
là-dessus. Oui, je pense au niveau école d'ingénieur, ils recherchent des profils féminins et les candidatures féminines sont peut-être favorisées, mais à condition d'avoir quand même le minimum requis. Après, derrière, s'il n'y a pas les compétences, ça se verra très vite, mais qu'on soit homme ou femme, il faut pouvoir derrière assurer. En tout cas, la réalité, c'est qu'il y a une curiosité. Voilà, une directrice de site, tiens, on va la tester. A priori, si on regarde son CV, elle tient la route, mais on va la tester quand même. Donc oui, il y a une réelle opportunité. La barre sera mise peut-être un petit peu plus haut, mais si on passe l'examen de contrôle, ça se passe très bien. Merci. Une dernière question peut-être? Non? Pas de questions sur les nouveaux métiers, Eh sur bien, les nouveaux profils, mais sinon nous clôturons, nous arrêtons, nous stoppons, nous respirons, oui. nous dormons. Et on Ce qui va me vraiment concerne. remercier tous les Merci à vous participants, toutes les participantes et les participants. Voilà. Et je voudrais dire que la mixité de la co-animation, c'est sympa aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Merci. Merci à à tout le vous monde, pour en tous ce les cas. dernier débat.